j'ai le sentiment que je suis pas la même personne avec tout le monde. Ça veut pas dire que je change du tout au tout, mais je vais pas forcément révéler les mêmes parties de moi ou faire ressortir les mêmes parties de moi. Et je pense qu'il peut y avoir des gens qui te font ressortir du positif, puis il y a d'autres gens qui peuvent te faire ressortir du négatif. Et voilà, et donc certaines... toutes les longues relations que j'ai eues m'ont appris énormément sur moi pour... je pense aussi ne pas répéter... tu vois, pour pas répéter, tu vois, l'histoire de mon père, par exemple. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de mecs. 2 mercredis par mois à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à cette question toute simple mais pourtant tellement compliquée, c'est quoi pour toi être un homme? Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre 4 yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Ilias donc, salut. Salut. Bienvenue dans Histoire de mec. Merci. Ilias, on s'est rencontrés dans un week-end. Je crois que j'en avais parlé avec Angelo, donc ça va être l'occasion de faire un lien. C'est qu'on s'était retrouvés dans un week-end de constellation systémique. Si ça te va qu'on en parle, ouais, bien sûr. Pas obligé. Et je vous mettrai un lien parce qu'on a parlé de ce système, enfin de cette façon de vivre des choses, expérimenter des choses. Je sais jamais comment expliquer ça. Donc les constellations systémiques et familiales. Et j'en avais fait un épisode avec Angelo dans Histoire de Daron pour expliquer un petit peu ce que moi ça m'avait amené en tout cas en tant que père. Et en fait, déjà dans ce genre de stage et de week-end, il y a souvent pas beaucoup de mecs. Et en fait, je crois qu'on était 3. On devait être 3 sur 12 ou un truc comme ça. Et surtout, j'avais senti que tu te bagarrais un peu et que tu étais en train de te... Ouais, c'est ça, de te bagarrer un peu avec le sujet de la masculinité. Je m'étais dit, tiens, ça serait intéressant d'avoir Ilias dans mon podcast. En tout cas, je vais lui proposer. C'était il y a bientôt 1 an. Hein. Ouais, je crois que c'était un peu moins d'1 an, ouais. Et en fait, et tu te décides à venir. Ça a été dur pour toi, tu me disais. Ici ? Ouais. Ouais, ça a été un peu dur parce que je pense que je fais très attention à ce qu'on pense de moi depuis longtemps. Et c'est un truc dont j'ai conscience depuis récemment, sur lequel je travaille juste en me rendant compte des moments où ça arrive. Donc ouais, c'était pas une décision directe, tu vois, de venir ici. D'ailleurs, c'était pas une décision directe. D'ailleurs, tu m'as envoyé un message en me disant est-ce qu'on se voit toujours demain? Est-ce qu'il y a des choses que je devrais savoir? Je commence un peu à cogiter, j'ai peur de ce qu'on va penser de moi. Enfin, la peur de ce qu'on va penser de moi remonte doucement. Voilà, donc on est en plein dedans, quoi. Exactement. Et déjà, la première chose, c'est de plus le cacher, ni à moi ni aux autres. De me dire, c'est là, j'ai cette peur de ce qu'on va penser de moi qui existe et de la regarder quand elle arrive. Et donc, après, il faut un peu se faire violence aussi et se dire, j'y vais quand même, même si j'ai une appréhension. Et puis voilà, et puis advienne que pourra.
Et en quoi la peur de ce qu'on va penser de toi vient impacter l'idée que tu as de la masculinité ou de ta masculinité? Oh, waouh. Je t'ai pas envoyé les questions, hein, désolé, mais... Franchement, c'est rare que je me pose les choses de ce point de vue-là, en fait. Je me pose la question de ce point de vue-là. Je me considère comme un homme. Ouais, mais tu viens parler de masculinité ici. Bien sûr. Mais vraiment, j'ai pas fait le lien entre les deux. Enfin, je me suis pas dit ça va me rabaisser ou me rehausser en tant qu'homme. Ok. C'est vraiment indépendamment de ça, c'est plutôt... je sais pas trop. Comment est-ce que ma parole va être perçue, quelle image je veux projeter de moi-même au monde, et en fait c'est plus ce truc qui me travaille, plus que est-ce qu'on va me voir comme un homme, comme un sous-homme, comme un surhomme. Enfin tu vois, en fait ça j'ai pas trop de soucis avec ça. Okay. Mais c'est marrant parce que ce truc du regard des autres, je l'ai beaucoup ressenti aussi quand je me suis mis au yoga. C'était à peu près 1 an et demi et c'était la première fois que je suis allé dans des cours de yoga, je cogitais à fond en me disant mais qu'est-ce qu'elles vont penser, parce qu'il y a quasiment que des femmes dans les cours de yoga, qu'est-ce qu'elles vont penser de moi, est-ce qu'elles vont penser que je suis en train de chercher une meuf, de draguer, est-ce que je vais bien faire les choses, vraiment ça tournait à pleine balle là-haut. Et pour le coup, là, ça parle de masculinité, complètement. De ton rapport à, pour le coup, à être un homme et ton rapport aux femmes. Mais du coup, ce que je faisais, c'est que j'arrivais, je baissais les yeux, je regardais personne dans les yeux, j'allais jusqu'à mon tapis, je faisais mon truc et je repartais quasiment pareil, limite, pas désagréable, mais limite mal poli à pas trop dire bonjour et tout, quoi. J'essayais de rester dans ma bulle et de faire comme si j'étais tout seul, parce que j'étais tellement préoccupé parce que les autres femmes autour pouvaient penser de moi étant là dans une salle avec que des femmes. Et je l'ai beaucoup ressenti. Et en fait, petit à petit, à force d'y aller, d'y retourner et tout ça, en fait, je me suis rendu compte que tout le monde n'avait rien à foutre de moi. Bah oui. Et qu'en fait, chacun faisait son truc dans son coin et que c'était juste moi qui psychotais là-dessus. Et je pense que ça m'a fait beaucoup de bien de réaliser ça pour le reste de la vie, en fait. Tu vas me dire, en fait, parfois, je pense que je surestime l'intérêt que les gens me portent, alors qu'en fait, ils en ont rien à faire et que... Il y a quand même une différence là, entre l'intérêt que les gens te portent et ta place en tant qu'homme dans une salle pleine de femmes, quoi. C'est quand même pas tout à fait pareil. Effectivement. Il y a un peu ce truc aussi de... est-ce qu'elle pense que je viens pour draguer, quoi, alors que... Ah oui, moi, c'était un des premiers trucs que j'avais peur qu'on pense de moi. Et c'est marrant parce que j'ai eu le même sentiment en allant au cours de... j'ai eu un sentiment similaire en allant à ces cours de yoga la première fois, que quand j'étais petit, j'avais fait des colonies de vacances d'équitation où en fait, il y avait que des filles. Et du coup, c'est marrant parce que t'arrives, et surtout, c'est le moment de, tu vois, t'es jeune, j'avais genre 9, 10, 11 ans, un truc comme ça. Donc tu découvres un peu la vie et tu découvres les filles et c'est hyper marrant parce que tu te retrouves être 5 garçons parmi 45 filles. Et en fait, j'ai ressenti ce truc-là à nouveau, mais dans une autre période de vie, avec forcément d'autres types d'interactions et tout ça. Et donc voilà, mais du coup au début j'étais très perturbé et au fur et à mesure ça s'est délié et en fait c'est assez intéressant comment aussi tu vois dans une salle de yoga sur un tapis en fait il se passe la même chose qui se passe partout ailleurs dans ta vie, et le fait de t'en rendre compte dans ce moment-là où t'es censé être un peu seul avec toi-même, parce que bon, t'es pas non plus en train de discuter à droite à gauche quand t'es dans un cours de yoga. C'est assez intéressant parce que derrière, tu te dis, ok, dans quelles autres situations de ma vie ça arrive? Qu'est-ce que... pourquoi ça arrive? Et petit à petit, en fait, le fait de le comprendre, ça se délie, et petit à petit, tu vois, je finis ici à parler de ma life avec toi. Tu veux dire que tu fais partie de ces rares mecs à pas être allé faire du yoga pour pécho, c'est ça? Je déconne. C'est compliqué parce que...
à la fin de l'histoire, je connais ton histoire. Je vais me marier avec une prof de yoga, donc c'est un peu compliqué de... Voilà, mais j'y suis pas allé avec cette intention. Il se trouve que ça aboutit à ça, mais je suis pas allé avec cette intention. Vous savez quoi faire. Pas du tout, faites pas ça. Non, mais en plus, c'était pas là l'intention, et d'ailleurs, je continue à aller beaucoup plus en plus de cours de yoga qu'avant. Je pratique énormément avec différents profs, hommes, femmes. Voilà, mais... C'est compliqué pour toi de trouver ta place d'homme ? Ou ça a été compliqué ? Et peut-être ça l'est toujours ? En fait, je pense que c'est un truc qui se fait petit à petit dans la vie. C'est pas un déclic comme ça du jour au lendemain, tiens, je suis un homme. Et en fait... Pour toi, en tout cas. Pour moi, c'est effectivement ça. Et en fait, surtout quand tu m'as dit que la question principale, c'était qu'est-ce que c'est pour toi être un homme ? On va y venir. En fait, déjà, avant tout, c'est être un adulte. Ok. Et... Un adulte ? Ouais. Ok. Parce que, en fait, avant d'être un homme, t'es un garçon, t'es un enfant, et tu deviens homme. Et en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et tu vois, il y a quelques années, avant de démarrer tout travail d'introspection, de réflexion sur qui je suis dans la vie et comment je fonctionne. T'as quel âge ? J'ai pas précisé. J'ai 33 ans. Ok. Avant ça, en fait, maintenant, je considère que j'étais encore un garçon. J'étais encore un enfant. Ah ouais ? Ouais. Enfin, c'est comme ça que je le ressens aujourd'hui. J'ai l'impression que la transformation, la mue vers un homme, s'est faite, en gros, ces 3 dernières années, progressivement. À partir de 30 piges, alors, c'est ça ? À peu près. Okay. Mais encore une fois, il n'y a pas eu de marque précise, tu vois. C'est par étapes, avec différentes choses qui se sont passées. Je pense que la constellation a joué aussi un rôle là-dedans. Enfin, mais ça a été des étapes. Mais avant de parler, tu vois, avant de penser à la masculinité ou au genre, ce qui me vient, c'est le fait d'être un adulte, un homme, et de délaisser une partie de moi que j'associe à l'enfance. Et, okay. Voilà. Et quand t'étais dans ce cours de yoga avec toutes ces femmes et que t'étais un peu en train de te dire putain, qu'est-ce que je suis en train de foutre là et tout le monde va me regarder et tout, et tu disais toi-même que t'étais en train de revivre un truc de l'enfance, t'avais l'impression d'être encore un enfant à ce moment-là ? D'une certaine façon, oui, parce que justement cette peur, j'associe aussi les peurs à quelque chose d'assez enfantin. Ouais. Ah ok. Enfin, je pense qu'on peut avoir des peurs toute sa vie, mais tu vois, une peur qui ne fait pas de sens, où tu te dis en fait, mais pourquoi j'ai peur ? En fait, il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est un truc que, en tout cas, moi, j'associe au fait de pas encore être adulte d'une certaine façon. Ok. Mais ok, c'est intéressant. Parce que pour moi, 80... Ça veut dire que j'ai pas compris un truc sur moi, ça veut dire que j'ai pas dévoilé quelque chose sur moi que je ne comprends pas encore et qui crée cette peur et qui crée tu vois, le fait de psychoter par rapport à quelque chose d'un peu ridicule. Mais donc, pour toi, toutes les peurs que tu as encore aujourd'hui en tant qu'adulte, c'est des peurs d'enfant ? Compliqué de répondre, mais je pense qu'il y a une partie de moi enfant qui a peur. Parce que j'allais te dire, il y a 95-98% des peurs qu'on a dans notre monde, en France, occidentale d'une manière générale, qui ne sont pas avérées. En fait, il y a très très peu de moments où la peur est... Parce que la peur, elle sert à quoi ? Elle sert à se barrer d'un danger. En fait, en vrai, elle sert à te prévenir d'un danger et à t'en barrer. Pour se protéger de quelque chose qui... Ouais. À t'augmenter après l'adrénaline dans le sang pour pouvoir éventuellement courir plus vite, etc. C'est sûr que si on vivait au milieu de la savane, en vrai, on pourrait tomber au milieu d'un lion, tu vois, dans la rue, et ce serait là, ah bah là, peut-être c'est le moment de se barrer, et que cette peur-là, pour le coup, elle est vitale, quoi, tu vois.
Mais effectivement, t'as peur à ce moment-là de te dire, ok, est-ce que les nanas vont penser que je viens pour les choper, etc. Bah, elle est juste dans ta tête. Ouais. Mais en fait, c'est le côté peur irrationnelle où je me dis, voilà, si cette peur est là et si, alors peut-être qu'elle a une raison d'être là et qu'elle a des origines quelque part, mais en fait, si elle est irrationnelle et qu'elle a un impact pas positif sur ma vie, c'est une partie que j'ai envie de comprendre. Et en fait, maintenant, j'ai pris l'habitude aussi d'essayer de les détecter, tu vois, et de me dire, bah, qu'est-ce qui est en train de se passer. Tout comme, tu vois, quand tu vas t'énerver contre quelque chose, que ce soit quelqu'un ou quelque chose qui se passe dans la vie de tous les jours, alors, sur le moment, c'est difficile de l'observer quand même. Sur le moment, t'es énervé, tu pètes un câble, et puis voilà. Mais après coup, de se dire, pourquoi je me suis vénère, en fait? C'était quoi ça me ramène à quoi? Et du coup, essayer de comprendre à chaque fois, de décortiquer, bah, ok, pourquoi? Et du coup, ça vient de... On parlait ça vient de ma mère, ça vient de mon père, ça vient de frères et sœurs ou d'encore autre chose. Et c'est en l'observant, je trouve qu'en fait, on le comprend, et en le comprenant qu'en fait, ça se délie et que ça n'arrive plus ou moins au moins. Bah, le truc que j'observe, moi, en vieillissant, tu vois, j'ai 45 piges maintenant, bientôt 46, c'est que souvent, quand il y a un truc qui m'énerve, c'est que ça vient titiller un truc chez moi que j'ai pas envie d'accepter. Ça vient titiller un truc chez moi que j'ai pas envie de regarder. Et que, même auquel peut-être je voudrais accéder. Et en fait, l'autre truc dont je me suis rendu compte dans la lignée de ça, c'est si tu t'en rends pas compte et si tu y fais pas attention, ça va forcément ressortir. Cette part à laquelle t'arrives pas à accéder, elle va forcément ressortir, et elle va mal ressortir probablement. Elle va montrer sa gueule, mais d'une façon vraiment pas agréable, pas belle, soit dans un moment violente, incontrôlé, voilà. Oui. Et sous forme de colère. Voilà. Et je le sais parce que je l'ai vécu aussi pendant longtemps à travers l'alcool. Ok. Et je pense que ça donnait pas j'avais beaucoup de colère et de frustration emmagasinée, et ça ressortait à travers l'alcool. Et c'était pas du tout la meilleure version de moi, quoi. T'avais l'alcool violent? Ouais. Ok. Ouais. Quand je dis t'avais, c'est que tu t'es calmé? Bah justement, je pense que j'ai essayé de regarder ces parties de moi qui créaient de la colère, qui créaient de la frustration, des parties de moi ou des parties de ma vie, en fait. Et qu'en final, en les faisant ressortir, moi j'ai fait un travail psy depuis à peu près 3 ans, justement. La thérapie, les gars, n'hésitez pas. C'est cool. Ouais, la thérapie a énormément aidé, et c'est vraiment fou comme... C'est vraiment des petits pas, quoi. C'est des tout petits pas, et tu te rends pas compte de l'effet que ça fait, mais à la fin, au bout d'un moment, tu te dis, ah ouais, il y a un truc à changer. Et en fait, par rapport à l'alcool, moi, ce qui a changé, c'est que petit à petit, j'ai arrêté d'avoir envie de me mettre des murges. C'est pas venu du jour au lendemain, mais au fil de ces 3 dernières années, j'ai plus envie de ça, et maintenant, je bois toujours de l'alcool. Mais c'est toujours pour le plaisir, avec pour boire. Modération. Ouais, et surtout pour boire quelque chose de bon, et pas mettre une race, quoi. Okay. Comme je pouvais avoir l'habitude de le faire avant, qui était vraiment un truc libératoire, en fait. De relâcher quelque chose que j'allais chercher dans l'alcool. J'ai plein de questions à te poser. Mais avant ça, je voudrais dire, je trouve qu'il y a une super expression qui s'appelle « le plus petit pas impossible à échouer ». Effectivement, t'as raison, c'est quoi T'as envie de faire un truc dans la vie, c'est quoi le plus petit pas impossible à échouer? Parce qu'effectivement, c'est le premier pas qui compte, sans aucun doute, hein. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est quoi le plus petit pas impossible à échouer? Et qui va pas te foutre dans la panade, quoi. Un premier pas qui va pas te foutre en échec, où tu vas te dire, eh bien, je m'en doutais, il fallait pas tester. Ouais, c'est difficile, hein, parce qu'en plus, si c'est un échec, tu peux te dire, ah, c'était impossible, quoi. Donc,
Non, c'est une bonne façon de se conforter dans putain, j'avais bien raison. Ouais, exactement. Non, mais mais et aussi, je pense, c'est la constance. Enfin, c'est la durée qui fait le travail. En fait, si tu vas voir un psy ou une psy une fois tous les 2 mois et que tu y vas et qu'après tu y retournes plus, ça sert à rien. En fait, c'est le. Bon, il y a peut-être des sportifs parmi nos auditeurs. Des sportifs, ils savent quoi. Tu vois, faut taffer. C'est la répétition qui fait la transformation. C'est ce que ma compagne dit tout le temps dans ses cours. Qui est donc prof de yoga. Qui est prof de yoga, ouais. Elle te venait d'où? Elle te vient d'où? Je sais pas. Elle te venait d'où cette colère que t'exprimais à travers l'alcool avant? Bah, elle est profonde de l'enfance, Tu veux qu'on en parle? On est là pour ça. On n'est pas obligé, hein, mais. En fait, c'est marrant parce que quand j'étais petit, j'avais la phobie des orages, qui était très très forte. C'est-à-dire que je me recroquevillais en boule, j'avais envie de vomir, j'avais envie de plus être là. Enfin, c'était horrible quand il y avait un orage. Ça a duré de peut-être 5 ans jusqu'à 10-11 ans. Et c'était extrêmement fort. Et j'ai vu pas mal de psy à cette époque-là, parce que du coup, il fallait essayer de comprendre c'était quoi le souci sous-jacent. Et je me rappelle d'un psy qui, du coup, a été bon avec moi en tant qu'enfant. Enfin, il a été fort pour me détendre et m'amener à parler. Et il m'avait dit, tu sais, en fait, on est comme une boîte. On a tous une boîte en nous et on met des trucs dedans. Et puis, au bout d'un moment, la boîte, elle est pleine et si on n'enlève pas les trucs de temps en temps, elle explose, quoi. Et ce truc-là m'était resté, alors que, tu vois, j'étais un enfant. Enfin, cette image m'est vraiment restée. Et c'est marrant parce que je pense que en grandissant, j'ai oublié ce truc. Je l'ai complètement oublié. Et ça m'est revenu il n'y a pas très longtemps, justement, quand j'ai commencé à avoir une psy. Mais c'est hyper vrai, en fait, tu vois. Et donc, t'accumules des petites frustrations ou de la colère qui viennent de très très loin, que tu fous dans ta boîte intérieure. Et puis, en fait, si tu fais pas l'effort de faire sortir ces choses régulièrement, de faire sortir cette colère quand elle doit sortir, ben en fait, elle sort par elle-même. Et moi, ça venait, je pense, de mon histoire avec mon père, où j'avais beaucoup de ressentiments enfouis en moi que je voulais pas voir, parce que je voulais pas nuire à la relation avec mon père. Et qui, un jour, quand j'ai commencé à boire, vers 17 ans, est sorti, mais genre d'un coup. C'était un mix de colère et de tristesse, en fait, très profonde. Qu'est-ce que t'as fait? En gros, l'histoire est assez drôle. Enfin, elle était assez drôle sur le moment parce que on était en stage. Je faisais beaucoup de sport quand j'étais au lycée et on était en stage d'entraînement à Tignes avec mes potes et le soir, on était allé faire de la luge. On avait fait une grosse descente de luge et en fait, il y avait un des potes qui avait une liqueur de limoncello. Enfin, tu vois, du limoncello. Le truc hyper sucré, tu vois, c'est bon. Tu le sens pas, voilà. Et moi, j'avais absolument jamais bu d'alcool à cet âge-là. Et on fait de la luge, on rigole, on boit un peu de limoncello et tout. Et bref, je vois pas le truc venir. On arrête de faire de la luge, je sais plus, on va au bowling. Et là, on joue au bowling. Et tout d'un coup, on se tape un énorme fou rire parce qu'on commence à être clairement bourré. Et en rigolant, mais en étant mort de rire jusqu'aux larmes, je me mets à pleurer. Mais à pleurer, mais plus pouvoir m'arrêter, quoi. Et je pleure, et je pleure, et je pleure. Et je commence à parler de mon père, et je commence à avoir de la colère qui sort, et je commence à taper dans des murs, et là, le truc explose, quoi. Et sur le moment, mes potes, ils comprenaient pas, et ça les faisait marrer au début, et puis en fait, au bout d'un moment, quand ça a duré 1 heure, ils rigolaient un peu moins. 1 heure? Bah, franchement, quand j'ai les premières années où j'ai commencé à boire, je pouvais partir pendant 1 ou 2 heures facile à partir en bad parce qu'en fait pendant des années j'avais accumulé
j'avais accumulé énormément de colère et de tristesse par rapport à mon histoire familiale. Et voilà, et en fait, au fil des années, pendant assez longtemps, j'ai eu ce truc de... Et ton daron revenait à chaque fois? En tout cas, le ressentiment. Très souvent, les premières années, ouais, c'était très lié à mon père. Et après, petit à petit, ça s'est transformé, j'ai arrêté de bader, et par contre, je commençais à chercher la confrontation avec d'autres hommes en étant bourré. Et bagarre. J'adorais, et en fait, j'adorais aller me battre. Enfin, c'est-à-dire, je commençais pas la soirée en me disant tiens, ce soir je vais me battre, mais en fait, c'est petit à petit, ça venait, et en fait, il y avait un moment où je vrillais et j'allais être con. Ouais, j'allais être con, tu vois. J'allais être con pour chercher l'énervement chez l'autre, en fait. Tu cherchais. Alors, déjà, je vous renvoie vers l'épisode de Gaspard G, qui est un youtubeur qui raconte aussi, qui est super bien. Sous tout rapport, etc., qui est un peu une tête de gendre idéal et tout. Gaspard, il raconte putain, moi je pétais des gueules. S'il fait 1m95, tu vois, il est immense, il pétait des gueules et tout. Il racontait ça et énormément de colère en lui, quoi. Mais tu cherchais à te faire casser la gueule ou à casser des gueules? C'est pas pareil, hein, parce que tu peux aller provoquer des mecs beaucoup plus costauds que toi, hein. Bah, j'allais provoquer des mecs beaucoup plus costauds que moi. Et j'avais pas peur d'aller voir un mec de 1m90 qui faisait 2 fois mon poids. Tu t'es peut-être péta avec Gaspard, d'ailleurs. Bah écoute, je sais pas, mais j'ai beaucoup d'histoires de bagarres en étant alcoolisé. Et voilà, je cherchais pas... tu te faisais défoncer, je cherchais pas du tout à massacrer quelqu'un, quoi. Je cherchais la confrontation avec quelqu'un. De plus grand et de plus costaud que toi, éventuellement. Franchement, c'est irrationnel dans ces moments-là, en fait. Tu calcules pas, tu te dis pas, tiens, lui, il a l'air d'avoir le bon gabarit. C'est pas du tout ça. Enfin, c'est juste, il y a un gars qui m'énerve un peu. Je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, j'ai pas du tout analysé qu'est-ce qui m'énerve chez des hommes ou pas. Donc, il y a un gars qui m'énerve un peu par son attitude ou je sais pas quoi. Je vais aller le titiller, je vais aller l'emmerder. Et puis, en fait, forcément, au bout d'un moment, ça va partir, tu vois. Et voilà, et j'ai eu pas mal de merde qui me sont arrivées comme ça. Et jusqu'à, en gros, pour aller au bout de l'histoire, ça a encore évolué vers une forme de violence envers moi-même. Tu tapais dans des murs? En fait, comment dire, je pense qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté de chercher cette confrontation avec l'autre, mais je continuais de m'alcooliser fortement en soirée. Alors, c'était pas régulier, tu vois, c'était pas de la boisson tous les soirs, c'était une fois tous les 3 mois. Par contre, je me mettais une race, mais où je me rappelais plus de ce qui se passait, quoi. Et en fait, il y a eu un soir, deuxième déconfinement, décembre 2020. Soirée, c'était vraiment le tout début, enfin, c'était vraiment le déconfinement, la veille du déconfinement, tu vois. Donc en fait, on n'était même pas censé sortir, je crois, c'est encore ce soir-là. Une amie qui fait une soirée. Voilà, genre là, je bois à des mesures et je rentre chez moi tout seul. Et honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé parce que j'étais en blackout. Mais quand je suis revenu à moi-même, j'avais la main ensanglantée et je m'étais ouvert la main probablement en tapant dans une vitre. Et ça a été le déclic. Parce que je me suis coupé 3 tendons. Oui, j'allais dire, tu peux te faire très mal. Je me suis sectionné 3 tendons, du coup j'ai fini à l'hôpital, j'ai été opéré, etc., etc. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, ça faisait un moment que je me disais qu'il fallait que je fasse quelque chose, mais là, c'était... Et t'avais 30 piges, quoi. Et j'avais 30 piges. T'étais plus un gamin, tu vois, étudiant, quoi. Exactement. J'avais une boîte. T'avais une boîte. J'avais une boîte. T'étais patron d'une boîte et tout. J'étais patron d'une boîte et j'essayais au maximum de garder cette image de boss parfait, de mec parfait, de gars qui n'avaient pas ces sujets avec l'alcool ou avec quoi que ce soit d'autre, en fait. Mais j'avais ce côté dark en moi qui ressortait. Et d'ailleurs, mes proches, mes amis qui me connaissent bien appelaient ça Dark Ilias. Parce qu'en fait, c'était vraiment sombre ce qui ressortait à ce moment-là.
Et du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir une psy et c'est là que les choses ont commencé à se dénouer. Et une des premières choses qui s'est passée quand je suis allé voir cette psy, la première chose que j'ai dite, je lui ai dit, mais en fait, je suis encore un gamin, quoi. Je suis capable de m'éclater la main contre une vitre tout seul. Je suis vraiment un gamin. Donc voilà, c'est pour ça que... Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait ton père ou qu'il a pas fait pour te mettre dans un état pareil? Juste pour juste revenir sur cette histoire de blessure, pendant un moment, je l'ai pas assumé cette blessure. Je l'ai cachée, je voulais pas que ça se sache. Dans ma boîte, j'avais dit que je m'étais blessé en soirée, mais j'avais pas expliqué comment. Enfin. D'ailleurs, tu sais pas vraiment. Non, mais je sais que c'est moi qui me suis fait mal tout seul en tapant dans une vitre. Donc je le sais au fond. Je sais pas exactement comment, mais je sais que c'est comme ça que c'est arrivé. Et voilà, je voulais la cacher, la cicatrice. Enfin, tu vois, t'as une belle cicatrice en plus. J'ai une grosse cicatrice. Mais aujourd'hui, je suis capable d'en parler et je suis capable de l'assumer parce que j'ai fait ce travail, en fait. Mais sur le moment, j'avais extrêmement honte. Et par rapport à mon père, il n'a pas été très là. Il a été là, mais sans être là. C'est-à-dire qu'il vit toujours au Maroc. Et moi, j'ai grandi en France avec ma mère. Et il y a eu un gros manque de ce point de vue-là. Il y a eu, je pense, beaucoup de frustration et de colère envers lui que j'ai accumulé en moi parce que je voulais pas nuire à notre relation. Comme on se voyait pas souvent, quand on se voyait, je pense que lui comme moi, on avait envie que ça se passe bien. Et en fait, on a manqué d'une relation de proximité forte comme tu peux avoir dans un foyer familial. Je peux pas dire qu'il a été absent parce qu'il a toujours été là pour moi. Il est revenu régulièrement. Il m'a assuré une sécurité financière que j'aurais pas eu sans lui en grandissant. Mais d'un point de vue sentimental, émotionnel, présence physique, il m'a beaucoup manqué. Tu crois qu'il en était capable? C'est-à-dire? De t'offrir cette présence émotionnelle, affective, dont peut-être t'avais besoin en tant que petit garçon. Et plus tard en tant que jeune homme, quoi. J'en sais rien, ce serait à lui de répondre à ça, mais... Aujourd'hui que tu vois que t'as un peu taffé sur toi, que j'imagine que tu le vois différemment en tant qu'adulte, quoi, tu vois. Aujourd'hui, je réalise que de toute façon, nos parents, ils font ce qu'ils peuvent. Enfin, tu vois, il faut pas essayer de les transformer en diables qu'ils sont pas, en fait. Ils ont fait comme ils ont pu, dans le cadre qu'ils ont eu, avec les moyens qu'ils avaient, et aussi dans la relation que eux avaient, parce qu'il y a une histoire aussi de relation entre eux. Ça dépend. Enfin, c'est pas que lié à moi, c'est aussi lié à leur relation à eux. Et mais tu dis ça avec ta tête ou tu dis ça où c'est vraiment intégré avec ton ventre? Tu vois, j'ai un peu l'impression que tu dis ça avec... tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est la raison qui parle. Je pense pas être arrivé. Tu vois. Okay. Là, je pense pas être arrivé aujourd'hui. Okay. J'ai conscience de ces choses-là. Maintenant, t'as toujours du ressentiment envers lui, hein? J'ai encore du ressentiment parfois. C'est pas complètement, et je pense que je suis toujours sur ce chemin où je travaille et j'essaie de comprendre quand ça arrive d'où vient cette colère, pourquoi elle est là, et aussi de faire l'effort. C'est un truc qui est ressorti pendant la constellation, d'être reconnaissant pour les parties dont je dois être reconnaissant, où je peux être reconnaissant. Il faut savoir dire merci par certains endroits, voilà, effectivement. C'est ça. Et pas considérer que le tableau est totalement noir, mais pas considérer non plus qu'il est totalement blanc. Parce que du coup, ce que j'ai fait pendant longtemps, je pense pendant mon adolescence, de complètement mettre un voile sur tout ce qui me faisait chier et tout ce qui... En fait, je considérais juste que c'était comme ça la vie et qu'il n'y avait rien d'autre. Et en fait, ça s'est ressorti plus tard, quoi, au final. Et assez violemment. Voilà. Ok. Et
C'est une discussion que vous avez eue, ton père et toi? Ouais, on l'a eu plusieurs fois. Et parfois, on va dire régulièrement, maintenant, je reviens avec le sujet pour éclaircir certaines zones d'ombre que je comprends pas. Ce qui, je pense, doit le faire un peu chier, mais bon, s'il a pas envie, il me dit, et puis voilà. Mais en tout cas, je pense que ça, au final, tu vois, avec le temps, à force de parler de ces sujets dont on n'a jamais parlé quand j'étais plus jeune, bizarrement, ça crée de la proximité. Parce qu'en fait, on enlève... on regarde ce qu'il y a sous la table, on le sort, on le met sur la table et on en parle. Et moi, en tout cas, personnellement, ça me fait du bien. Lui, je sais pas si ça lui fait du bien, mais en tout cas, souvent, il accepte d'en parler. Et ça s'est fait aussi avec ma mère. Enfin, on a eu des discussions à 3 aussi, parce qu'elle fait partie de l'équation. C'est pas juste un truc entre mon père et moi, c'est un truc de famille, quoi. Et aussi, j'en ai parlé aussi, parce que du coup, il a eu une fille au Maroc, qui est ma demi-sœur, et une autre femme. Et tu vois, quand je dis que je suis sur le chemin, je pense qu'il y a une partie de l'équation que j'ai pas encore adressée. Sa femme au Maroc, qui j'ai jamais parlé, et à qui j'ai toujours refusé de parler jusqu'à présent. Ah oui. C'est pas qu'elle t'est inaccessible, c'est juste que tu vas pas vers elle, quoi. Ok. En tout cas, les fois où on m'a donné l'opportunité de la rencontrer, j'ai pas eu envie, et c'était voilà. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est un chemin, tout n'est pas fait, mais pareil pour ta demi-sœur, alors tu l'as jamais rencontrée? Non, ma demi-sœur, on est en contact, on se parle régulièrement et on s'aime. Mais voilà, c'est juste ce que je veux dire, c'est que c'est une équation avec beaucoup de paramètres et que tout n'est pas fait. T'aurais l'impression de trahir ta mère si t'allais voir ta belle-mère, non? Ça a été... alors, je pourrais pas l'appeler comme ça. C'est la femme de mon père. Ok. Mais oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Ok. Et t'en as parlé à ta mère? Oui, avec ma mère, on en a beaucoup parlé. Okay. Pour le coup, elle a fait Enfin, elle, c'est exceptionnel ce qu'elle a fait en m'élevant, parce que au jour le jour, elle était toute seule. Et elle a toujours fait en sorte qu'on puisse parler ouvertement des choses, de mettre les sujets aussi sur la table quand il y avait besoin. Et pour le coup, il n'y a jamais eu aucun souci pour parler avec ma mère et pour avoir un lien émotionnel, un lien sentimental avec ma mère. Elle a été... Elle a joué le rôle de 2 personnes là-dessus, pour le coup. Ouais. Et aussi, à la fois le rôle de ton père, c'est ça? Mais en même temps, c'est pas un mec. Voilà, c'est pas un mec. Après, je pense que des figures masculines, on peut en trouver ailleurs que chez son père. T'en as trouvé ailleurs, toi? Ouais, j'en ai trouvé plusieurs. Il y avait mon cousin déjà, mon cousin qui a 15 ans de plus que moi, et dont j'étais très proche quand justement j'étais enfant et adolescent. Et il a eu un rôle mi-grand frère, mi-père parfois. Et il y a eu aussi mes entraîneurs sportifs, parce que je faisais beaucoup de gymnastique de 11 à 17 ans. On va parler du sport. Avec plaisir, c'est mon dada. Ouais, et en fait, j'avais 2 entraîneurs et je passais plus de temps avec eux quasiment que même avec ma mère, parce que je m'entraînais 3 heures tous les soirs du lundi au vendredi. Et donc, je passais énormément de temps au gymnase, énormément de temps avec eux. Et forcément, c'était des figures masculines d'autorité. Ça compensait quelque chose, tu crois? En fait, est-ce que tu crois que tu es allé vers le sport aussi parce qu'il y avait un manque justement de figure paternelle et que c'était cool que tu pouvais le trouver là-dedans aussi? J'ai toujours été très très actif. Ouais. Et ma mère m'a mis au sport très tôt pour combler ce besoin de suractivité. Donc je pense pas que ce soit pour aller rencontrer des hommes ou être dans un milieu avec des hommes. C'est plutôt pour évacuer le surplus d'énergie qu'il y avait
et bien me claquer pour qu'en fin de journée, je sois bien crevé et que j'aille me coucher. Plus qu'autre chose. Mais en fait, ça m'a donné quand même un environnement où, en plus de ça, la gymnastique, c'est un sport où finalement tu pratiques entre hommes, enfin entre garçons, entre filles, parce qu'on était enfants, on était adolescents, enfants à ce moment-là. Et donc tu te retrouves quand même dans un cadre où tu t'entraînes avec des mecs, tes entraîneurs c'est des mecs, et tu vois les filles à l'autre bout du gymnase, mais pendant l'entraînement t'as pas d'interaction avec elles. Mais ça a été des figures importantes et qui du coup te cadrent et qui te connaissent aussi très bien. Parce qu'en fait, quand tu te vois à ce niveau-là, tous les jours, les entraîneurs, ils te connaissent parfaitement, ils savent comment t'énerver, ils savent comment te rassurer, enfin tu vois, ils connaissent ta psychologie, ils savent travailler avec toi. Je me demandais, tu parlais de ton stage à Tignes, là où tu t'étais pris ta première murge. J'imagine que le lendemain, t'étais pas Jojo. T'avais un entraîneur qui était là Ouais. Dans le stage avec toi. Ouais, mais il était pas là je crois qu'il était pas venu au bowling. Il était pas là, donc il m'avait pas vu dans cet état-là. Puis t'as quand même vu le lendemain, non? Il m'a vu le lendemain, ouais. Il t'a dit... Je crois que, enfin, j'ai pas vraiment de souvenir, mais je pense qu'il avait été, il avait eu une attitude compatissante. Enfin, tu vois, il m'a pas défoncé le lendemain, quoi. T'aurais aimé peut-être, avec le recul. Tu parlais d'avoir un cadre. Ouais, non, mais c'était, alors c'était l'année après que j'arrête la gym. Donc j'étais dans un stage de pentathlon. C'était avec du coup dans un autre cadre et le coach était beaucoup moins strict que ceux que j'avais en gymnastique. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'ai arrêté la gym, c'est qu'il y avait ça manquait de liberté. Ça manquait de liberté et c'était très très encadré. Donc j'ai eu envie de voir autre chose et je me suis mis au pentathlon moderne avec des potes qui en faisaient. C'est quoi pentathlon alors? C'est quel sport? Il y a 5 sports. Oui. Donc c'est ça je l'avais, penta. Natation, tir, course, escrime, équitation. Et moi je faisais pas l'escrime et l'équitation parce que c'est des sports qui, bon, tu t'y mets pas du jour au lendemain et c'est des sports qui sont assez demandeurs. Donc je faisais surtout de natation, tir et course avec mes potes. Mais pareil, j'étais reparti sur un rythme de 5-6 entraînements par semaine. Enfin, c'était intense aussi. Et c'était un autre cadre, et un cadre un peu plus cool que celui que j'avais connu à la gym, pour le coup. Ok. Pourquoi le sport alors? À part le fait de te défoncer? Parce que j'ai bien compris que c'était un peu l'objectif de te dépenser, quoi. Écoute, je sais pas, mais il y a un truc qui m'a toujours fait énormément de bien dans le sport. Et en fait, je me suis rendu compte que pendant les années où j'ai monté ma boîte, où j'étais à fond du coup sur le côté faut que je réussisse en tant qu'entrepreneur, faut que ma boîte elle soit successful, etc. J'avais complètement mis de côté le sport. Et notamment le sport d'adrénaline. Parce que la gymnastique, c'est un sport d'adrénaline. Et mine de rien, quand on a bouffé de 11 à 17 ans, tous les jours, tous les soirs, t'as des rushs d'adrénaline. Je pense que je m'y suis un peu habitué. Et aujourd'hui, donc je me suis rendu compte qu'en fait, ça me manquait. Ça me manquait de pas avoir ça dans ma vie. Et il y a, dans la pratique du sport et dans l'effort intense, il y a un truc où tu te sens vraiment bien à la fin. Tu te sens vraiment détendu. Ton mental, il se détache aussi. Et c'est assez marrant parce que je me suis fait la réflexion il n'y a pas très longtemps non plus que, tu vois, en yoga, la dernière posture que tu fais en yoga, c'est Shavasana. Donc c'est d'être allongé, c'est la posture du mort. T'es allongé par terre et tu ne bouges pas. C'est un moment de méditation, d'introspection. Ouais, et surtout un moment de détente complète de tout le corps. Tu dois plus avoir aucun muscle qui se contracte. Même les yeux et tout, tu sens que tout se détache, se relâche. Et je me rappelle que quand je faisais de la gym, sans se dire on fait Shavasana, tu vois, en fait à la fin on s'allongeait par terre tellement on était KO et on se relaxait comme ça, on faisait rien, on restait allongé par terre. Parce qu'en fait t'as tellement mis d'efforts, t'as tellement travaillé ton corps et aussi ton mental, parce que quand tu travailles fort dans un sport, ton mental il est à l'épreuve.
En fait, t'as une espèce de relaxation intense après qui est hyper jouissive. Et Pour le coup, il n'y a pas tant d'adrénaline que ça dans le yoga. On est d'accord par rapport à la gym. Non, pas du tout. Enfin, alors, ça peut être sportif et ça peut être cardio, j'entends. On pourrait dire que pour certaines personnes, je pense que quelqu'un qui, pour la première fois, tu vois, saute sur les mains pour... tu vois, il y a la posture du corbeau, je sais pas si tu vois, où tu te mets sur les mains et t'es en équilibre sur les mains. Les gens qui le font pour la première fois, en vrai, ils ont peur. Je pense qu'ils ont un petit rush d'adrénaline quand ils le font. Moi, effectivement, ça me fait pas grand chose parce que j'ai fait beaucoup de gym quand j'étais plus jeune, mais je pense que, tu vois, c'est à différents niveaux en fonction des personnes, de ce qu'elle a vécu avant, etc., de à quoi elle est habituée. Mais en tout cas, pour moi, effectivement, c'est pas une question d'adrénaline et c'est pas non plus une question de sport. Ce qui m'a vraiment plu quand j'ai commencé à pratiquer le yoga, c'est le fait... À part les meufs. Arrête, on va croire que j'ai été pour ça. Non, je crois que les gens croiront ce qu'ils veulent, tu sais. Ouais. À la fin, t'as quand même trouvé une prof de yoga. Moi, je dis ça, je dis rien. Ouais, ou elle m'a trouvé, je sais pas. Ok. J'ai perdu le fil du coup. Non, en fait, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le fait justement de détendre le mental. De rentrer dans un flow d'exécution de posture où en fait tu réfléchis plus. Et en fait, le yoga, enfin de ce que j'ai entendu, je suis pas du tout un expert, mais de ce que j'ai entendu, c'était aussi une pratique avant de rentrer en méditation. C'était une pratique pour se préparer à la méditation. Et en fait, je ressens vraiment ça. C'est-à-dire qu'à la fin d'une bonne séance de yoga, avec un prof ou une prof qui m'a bien accompagné, m'a bien fait rentrer dedans, il y a des trucs où genre j'ai des espèces d'épiphanie, enfin tu vois, où tu te dis en fait, ah attends, je viens de comprendre ce truc sur moi, ou je viens de comprendre ce truc sur telle situation que j'ai vécue, et ça se fait naturellement, sans te forcer à réfléchir, et c'est beaucoup plus pour ça que j'y vais, que pour gagner en souplesse, ou faire du sport, ou ce que tu veux. C'est beaucoup plus pour cet état de relaxation du mental, qui, je trouve... fait beaucoup de bien. Ok. Je suis allé en Inde un mois faire une semaine, 10 jours de méditation Ayurveda incroyable, quoi. Tu vois, tes massages à 4 mains et tout, complètement taré. Et effectivement, il y avait des séances de yoga et à la fin, il y avait toujours 20 minutes de méditation. Et c'est pour ça que pour moi, dans ma tête, il y avait vraiment la fin. C'est vraiment, je te disais tout à l'heure, de méditation, c'est que pour moi, les deux étaient complètement corrélés, quoi. C'était chouette. Bah écoute, dans la poursuite de cette pratique du yoga, j'ai commencé à me mettre à la méditation il y a quelques mois, quelques semaines, quelques mois, avec Maud, du coup. Ta chérie. Ma chérie qui enseigne la méditation. Et c'est vraiment, enfin c'est un vrai exercice envers soi-même en fait. C'est vraiment déjà de s'y mettre. Et après, d'arriver à se mettre dedans, de rester dedans. C'est marrant, mais c'est... Alors, c'est très drôle parce que moi, quand je l'ai découvert, la méditation, j'étais en plein dans ma boîte, en mode productivité, compétitivité, compétition. Et l'un des trucs que j'ai adoré quand j'ai commencé, c'est... Putain, en fait, voilà un truc où il n'y a rien à réussir, où rien à gagner. Il y a juste à être là, à te poser le cul et juste à respirer. C'est bien que tu as réussi à te le dire dès le début parce que c'est un truc qu'il faut. C'était dans mon app, là, dans l'intro, la meuf dit ça et j'étais là. Oh putain, génial, je prends. J'ai vraiment juste d'être là et de décrocher le cerveau et d'être. Ça m'a fait. Enfin, je crois que j'ai compris ça assez rapidement de me dire waouh, un espace où il n'y a pas à gagner, quoi. Et il y a plein de gens après que j'entendais qui me disaient moi j'arrive pas à la méditation. Je disais mais en fait il n'y a pas à arriver, il y a juste tu vois à être. Tu peux ne pas y arriver dans le sens où tu peux avoir des pensées qui viennent et tout, ok, mais encore une fois, je suis pas un expert de la méditation et ça fait je m'y suis mis depuis relativement récemment, mais je peux comprendre ce truc de pas y arriver dans le sens où si pendant 15 ou 20 minutes de méditation tu fais en boucle, que réfléchir, que penser à ce que tu vas faire dans la journée, etc. À la fin, tu peux avoir la sensation, j'ai pas réussi à méditer. Même si en réalité, t'as probablement médité, mais
t'as pas relâché le mental, t'as pas réussi à relâcher le mental. Et ce que je trouve assez difficile, parfois quand tu essayes de méditer seul, c'est-à-dire justement sans être guidé par la voix, etc., je trouve que ça t'emmène beaucoup plus loin quand tu réussis justement à détacher le mental. Ouais. Mais parfois, justement, tu peux tourner en boucle sur tes pensées et c'est difficile et ça demande du coup c'est la répétition qui fait la transformation, c'est ça. Donc, faire un petit peu tous les jours et au bout d'un moment, ça devient beaucoup plus naturel. Et pour les gens qui nous écoutent, moi, j'ai plutôt envie de dire, commencez par avoir une voix dans les oreilles, en fait, parce qu'effectivement, c'est peut-être moins efficace, entre guillemets, mais en fait, je trouve que ça aide vraiment à poser le mental, justement, d'avoir quelqu'un qui te parle. Et en fait, à la fin, effectivement, t'as beaucoup moins besoin. Moi, j'ai médité tous les jours pendant genre 2 ans et demi, quoi. Je me suis calmé, mais c'était incroyable. Et a priori, les effets de la méditation, ils arrivent sur le long terme. C'est pareil que voir un thérapeute, une thérapeute, c'est pas en y allant 2 fois que ça va changer quelque chose. Voilà. C'est parce que tu le fais tous les jours pendant 2 ans que ça change quelque chose à ta vie. Et effectivement, faut commencer par, comme tu disais, un petit pas. Hein. Donc petit pas impossible à échouer. Un petit pas impossible à échouer. Très bonne. Je trouve ça très bien. Je le reprendrai. Et mais c'est surtout la répétition, quoi. D'y retourner tous les jours et que ça fasse quelque chose ou pas, au bout d'un moment, ça finit par avoir un effet. Et aujourd'hui, je médite tous les jours, 2 fois, quand j'arrive à trouver le temps, 2 fois par jour. Et pareil, même effet qu'avec le yoga, parfois j'ai des espèces d'épiphanies sur des sujets où je me dis, ah tiens, j'avais pas vu ce truc, je l'avais pas vu comme ça. Et en fait, je me rends compte que... Et du coup, ça, de ce point de vue-là, ça change ta vie, parce qu'en fait, quand tu commences à comprendre des choses différemment, tu peux prendre des actions différentes, et tu peux changer ta vie. C'est quoi les trucs finalement que t'avais peur qu'on dise de toi? Là, ça fait quasiment 1 heure qu'on parle. Non, j'en sais rien, c'était une peur irrationnelle. Je sais pas. C'est quoi ton rapport aux femmes? Attends, parce que tu m'as laissé sur la première question, je peux... Ah, vas-y. Je sais pas, en fait, ce qui m'est venu aussi la première fois que tu m'as proposé, c'était, mais c'est quoi l'intérêt d'écouter mon histoire? Enfin, tu vois, il y a pas... Pourquoi? Enfin, c'est quoi le mérite de qu'est-ce que j'ai fait qui mérite d'être écouté aujourd'hui, tu vois? Donc c'est plus ça, de se dire... Parce qu'il y a des gens qui vraiment vont avoir un intérêt à écouter ce que j'ai raconté. Tu veux dire des gars qui sont tellement en colère, qui se murgent la gueule et qui vont se taper avec des mecs, il n'y en a pas d'autres. Je suis désolé, il n'y avait que toi. Et qui peut-être sont en plein dedans d'ailleurs, tu vois. Et qui peut-être vont t'écouter et se dire, ah putain, peut-être je suis pas obligé de faire ça. Ouais, ce que j'espère et ce que je conseille, c'est d'agir avant que ça devienne grave, parce que moi j'ai attendu un peu trop, je pense, avant d'agir. Et puis t'aurais pu te faire beaucoup plus mal, surtout. Et puis j'étais passé toutes les autres fois où j'ai eu d'autres histoires, où je me suis pété des trucs, où j'ai eu des trucs un peu graves et moins graves que ça, mais voilà, il y en a eu plusieurs des histoires, et là ça a été vraiment le point culminant. Je me suis dit, il faut... Mais bon, parfois je me dis aussi que pour revenir à l'équilibre, il faut passer par un extrême et... Ça va retoucher le fond, hein. Ouais, alors moi je le vois plus comme le pendule qui bascule d'un côté à l'autre, et qui en fait, pour pouvoir s'arrêter à l'équilibre, a besoin d'aller toucher les extrêmes et de repasser sur l'autre extrême, et comme ça, et plusieurs fois, jusqu'à petit à petit s'arrêter au milieu et venir se stabiliser, quoi. C'est une belle image. J'aime bien les images. Bon, et les meufs alors? C'était pas ça la question que tu m'avais posée à la base. C'est quoi ton rapport aux femmes, je t'ai demandé? Tu m'as dit qu'on allait parler de mecs. Ouais. Regardez-le fuir. Oh putain. Écoute... T'as été un séducteur? Oui. Oh t'excuses pas, hein.
Non, mais je réfléchis déjà, ça, c'est ma mère. Enfin, le rapport aux femmes, je pense à ma mère. C'est celle qui m'a élevé, qui m'a pas tout appris, mais qui m'a appris beaucoup, qui s'est occupée de moi jusqu'à mes 18 ans. Comme je te disais, qui a joué souvent le rôle de deux personnes. Et puis après, quand j'ai commencé à l'adolescence justement à comprendre ces jeux de séduction, oui, j'ai commencé à... D'ailleurs, ça a commencé en colonie de vacances d'équitation. Allez là. Forcément. C'est là-bas. Ouais, et puis non, j'ai... Ah, c'est difficile comme question. J'ai eu surtout des relations longues, en fait. La première fille avec qui j'ai été en couple, ça a duré de 13 à 18 ans. Oh yeah. Pendant toute l'adolescence, tu vois. Et c'était un grand amour. Et à cette époque-là, bah, tu te dis ça va durer toute la vie, enfin, tu vois. Et puis après, ça a été d'autres relations qui ont duré à chaque fois 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et elles ont toutes été différentes. Et elles m'ont toutes, je pense, appris quelque chose sur moi et ont révélé une partie de moi. Et en fait, ça m'a fait me rendre compte aussi que, en tout cas moi, je suis pas forcément la même personne avec tout le monde. Ok. Je vais pas dire on parce que j'aime bien que c'est pas. Voilà. J'aime bien que les gens parlent. C'est ce que je ressens. J'ai le sentiment que je suis pas la même personne avec tout le monde. Ça veut pas dire que je change du tout au tout, mais je vais pas forcément révéler les mêmes parties de moi ou faire ressortir les mêmes parties de moi. Et je pense qu'il peut y avoir des gens qui te font ressortir du positif, puis il y a d'autres gens qui peuvent te faire ressortir du négatif. Et voilà. Et donc certaines, enfin toutes les longues relations que j'ai eues m'ont appris énormément sur moi. Pour je pense aussi ne pas répéter enfin tu vois pour pas répéter tu vois l'histoire de mon père par exemple. Il y a une relation où j'ai failli répéter l'histoire de mon père dans ma propre relation. Ça veut dire quoi, en allant voir ailleurs et en maintenant une sorte de double vie. Ok. Où j'étais le meilleur mec avec ma meuf et à côté j'avais aucun mal à mentir pour aller voir ailleurs. Et c'est mon amie d'enfance, une de mes plus proches amies qui me connaît depuis qu'on est tout petit, qui m'a dit mais en fait je te reconnais plus, c'est pas possible. C'est pas possible ce que t'es en train de devenir, c'est pas toi en fait. Et elle m'a mis une grosse claque. Je veux dire... Non, pas physiquement. Non, pas physiquement. Façon de parler, mais elle m'a mis une grosse claque. Là, je me suis dit, mais je suis en train de faire n'importe quoi. Et j'ai réalisé que j'étais... Voilà, et j'ai mis fin à cette relation. Et heureusement, je pense, parce qu'en fait, j'étais en train de construire quelque chose de pas du tout sain. C'est dur. Et je pense que le milieu du couple, c'est un milieu exceptionnel pour se découvrir. Pour comprendre des choses sur soi-même. Et parce que aussi on se rend vulnérable et on s'ouvre à l'autre. Tu te rends vulnérable et tu t'ouvres à l'autre. Effectivement. Mais il faut le vouloir. Tu fais l'effort d'être sincère et vulnérable en couple avec l'autre. Bah, tu t'ouvres à énormément de choses et à te découvrir toi-même. Et bah typiquement, tu vois, les moments d'énervement, les moments de frustration aussi, c'est aussi l'occasion de comprendre qu'est-ce qui fait que dans mon couple, ce truc m'énerve énormément. Mais c'est dur de faire tomber
les parois qui mènent à la vulnérabilité, quoi. Je suis d'accord. C'est dur et ça demande aussi que l'autre en face soit douce et compatissante d'une certaine façon pour te laisser être vulnérable. C'est-à-dire que si en face t'as de la moquerie ou du tu vois, je pense notamment au cas où en fait tu peux laisser transparaître des choses de toi et la fille en face va se moquer ou alors te dire mais t'es sûr que t'es pas gay ou tu vois ou des trucs comme ça qui vont te faire ressortir en fait tout de suite vont te faire te refermer. Je trouve que c'est pas non plus une bonne attitude en fait à avoir si tu veux que le mec il s'ouvre en fait. Ouais, après si t'es avec cette personne là à ce moment-là, c'est peut-être que c'est pas la bonne personne pour tu vois, tu l'as peut-être choisi justement pour mais complètement pour qu'elle t'empêche de t'ouvrir complètement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un travail de couple et ça se fait à deux. C'est pas juste moi, je décide de m'ouvrir, d'être vulnérable, je sais pas quoi. C'est un truc qui se fait à deux et il faut s'accompagner, il faut se tenir la main. Et il peut y avoir des bumps in the road de temps en temps. Des bumps in the road, des obstacles finalement sur la route. Je traduis pour les gens qui... Des dos d'âne. Des dos d'âne. C'est ça que je cherchais. Ok. Des dos d'âne sur la route. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler? En rapport avec la masculinité? Bon, il y a un truc, mais c'est un peu dans la continuité de ce qu'on disait là, en fait. C'est au début de ma relation avec Maud, il y a eu un événement, je pense, qui a été assez important et assez fondateur, où j'ai justement surréagi en tant que mec par rapport à un événement. Enfin, en gros, je lui avais offert un body nuisette très sexy à l'occasion. Je pense que ça devait être autour de la Saint-Valentin. Enfin, il y avait un truc comme ça. Et moi, en lui offrant, je m'étais dit qu'en fait, c'était quelque chose qui était lié à notre intimité, qui était lié à notre couple. Et quelques semaines plus tard, alors que je pars en week-end, elle va à une soirée et puis elle m'envoie une photo d'elle avant sa soirée avec le body, qui était assez dénudé. Enfin, tu vois, tu le voyais en transparence et j'ai hyper mal réagi. Et typiquement, ce qui s'est passé à ce moment-là, bon, je lui ai dit que je comprenais pas pourquoi elle le mettait pour sortir, que voilà, enfin, j'ai eu une réaction de gros macho qui comprend pas pourquoi cette part d'intimité que je pensais être réservée à notre couple venait. C'est pas un gros macho pour moi, c'est juste que je crois que t'avais pas compris j'avais déjà pas à lui dire comment s'habiller. Enfin, elle fait ce qu'elle veut. Ensuite, c'était un cadeau. Et en fait, une fois que c'est à elle, elle en fait ce qu'elle veut aussi. Oui. Mais je crois que surtout, tu partais du principe que c'était pour votre intimité. Et que là, elle le sortait de votre intimité de ce fait. Ouais, il y a de ça, mais je pense que aussi j'étais inquiet de pas comprendre pourquoi elle mettait un habit aussi dénudé à une soirée où en fait, je sais pas. Et en fait, typiquement, tu vois, c'est le genre de situation où tu te fais des films, ou en tout cas, moi, je me suis fait des films, et du coup, j'ai mal réagi. A posteriori, j'ai compris que... Enfin, tu vois, le lendemain, j'ai compris qu'en fait, j'avais dit n'importe quoi. Et en fait, dans cette situation, on a pu en parler. On a pu... Tu vois, j'ai pu expliquer ce qui s'était passé en moi. Elle a pu m'expliquer pourquoi c'était pas OK. Pourquoi j'avais absolument pas à tenir ce discours avec elle. Et en fait, maintenant, c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup réfléchi après, mais qui m'a fait comprendre énormément de choses et qui fait qu'aujourd'hui,
Je pense que notre couple, il est solide parce qu'on arrive aussi à parler de ces sujets-là quand ils arrivent. Et c'est, en fait, ça revient sur ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, la réaction de l'autre peut aussi jouer sur comment ça va évoluer. Bien sûr. À ce moment-là, elle aurait aussi pu me dire, écoute mec, je veux pas de ça dans ma vie, tu dégages. Et en fait, on a pu en discuter. J'ai pu comprendre pourquoi c'était pas ok de réagir comme ça. Elle a pu comprendre aussi, elle, pourquoi j'ai réagi comme ça. Et ça a fait évoluer aussi notre intimité et le cadre de notre intimité. Et bref, je trouve que c'était un moment fort, en fait, au final. Tu t'en veux ? Non, je m'en veux pas. Okay. C'est difficile de s'en vouloir de ce qu'on ressent. Enfin, c'est un truc que j'ai ressenti au fond de moi, en fait. Et ça faisait ressurgir une peur. Ça faisait ressurgir une peur. Et en fait, si on n'avait pas pu en parler, si on s'était juste engueulé, chacun restait sur ses positions, et en fait, probablement qu'on serait plus ensemble aujourd'hui. En fait, je te demandais ça parce que tu as utilisé le terme gros macho, tu vois, et pour moi, en fait, t'es juste en train d'exprimer une peur. Effectivement, tu l'exprimes, t'es en train de lui balancer à la gueule, quoi, et ça, pour le coup, on peut se dire que c'est répréhensible, mais tu vois, il y a un truc un peu négatif derrière, donc c'est pour ça que je me disais, est-ce que tu t'en veux, quoi? Honnêtement, je m'en veux pas parce que si ce truc-là n'était pas arrivé, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et donc, je suis content que ce soit sorti. Je suis content que j'ai pu aussi, derrière, en parler ouvertement avec elle et pas m'être fait bâcher aussi, tu vois. Donc, non, je regrette pas. Mais par contre, je le referai pas. Bah oui, t'as compris. Tu as compris. Tu as compris ? Ouais, enfin, je pense que de toute façon, les erreurs, si on les répète, c'est qu'on n'a toujours pas compris. Voilà. Donc, si je le répète, si je recommence, c'est que j'ai pas compris quelque part. Ou que j'ai pas compris la peur en moi qui ressurgissait à ce moment-là. Merci, Ilias. Bah, merci à toi. C'était vraiment super. C'est vrai ? Bah oui. Écoute, ça me fait plaisir. Même si tu pars du principe que vraiment ton histoire est unique et qu'il n'y a vraiment aucun mec qui se fracasse la main en tapant dans une vitre. Ça n'existe pas. J'adore nos discussions et aussi en dehors du micro, donc je suis très content. C'est cool, merci. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.